Donc je vous fais ce séminaire aujourd'hui, je suis content de faire ça et puis je vais vous montrer un petit peu finalement depuis 20-25 ans ce qu'on fait dans l'équipe sur la résistance aux antibiotiques qui est un peu le titre au départ, mais vous allez voir vers quoi on bascule avec le temps, l'expérience, les connaissances et les questions qu'on s'est posées. Et donc c'est pour cette raison que j'ai mis ce texte, le contexte de One Health, je vais vous expliquer ce que c'est que ce contexte. Et New Players in the Game, c'est que je vais vous montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé à faire de la recherche il y a 25 ans. Alors, le schéma de ça, c'est je vais vous parler un peu d'antibiotiques, de ce concept de One Health, et vous allez voir que c'est assez confus finalement ce concept, parce qu'il est très cloisonné, et on va essayer de le décloisonner, je vais vous montrer comment. En particulier pour vous montrer que ce concept de One Health est basé initialement sur un dogme et une théorie qui est que tout est lié aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques, c'est parce qu'on utilise des antibiotiques. Et je vais vous montrer que ce n'est pas si simple que ça. Et puis, je vais vous présenter, c'est cette partie-là qu'il faudra couper, un nouveau concept, un nouveau champ de recherche qu'on développe, en particulier avec Fadi et Vicky et Saidina qui sont là dans l'équipe, que j'ai intitulé hier soir Pharmaco-microbiorésistance, et je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Alors, pour le concept de One Health, au départ, c'est un concept qui dit que la résistance aux antibiotiques sur la planète, c'est lié au fait que les humains utilisent des antibiotiques. C'est le concept, et en particulier, il a été inventé par des microbiologistes cliniques comme moi, qui avaient un problème pour des bactéries résistantes aux antibiotiques pour traiter les malades. Et donc ce concept de One Health, c'est l'antibiotique est au centre du problème et de la question. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait, et puis je vais vous montrer que ce n'est pas complètement vrai, voire c'est complètement absurde. Alors ça c'est juste pour ceux que ça intéresse ce concept de One Health. Depuis, c'est deux numéros spéciaux que j'ai édités dans Frontiers en 2022 et 2023, et qui regroupent une cinquantaine d'articles et de revues sur ce concept, basé sur l'antibiotique est au centre de la question du One Health. Et donc il regroupe, il y a à peu près, pour ceux qui aiment lire, il y a environ 600 pages que vous pouvez lire sur ces différents concepts avec des revues sur le One Health. Alors, bien sûr, le concept de One Health, puisqu'il est basé dans son dogme initial sur la résistance aux antibiotiques, ça concerne les antibiotiques. Donc ça, c'est quand même pour mémoire la découverte du premier antibiotique par Sir Fleming en 1928, la pénicilline, et où dès le départ, après l'avoir publié, a dit attention, probablement que des microbes vont être capables de résister à la pénicilline. Alors, ces antibiotiques, c'est des molécules qui sont synthétisées par les microbes de manière naturelle, des bactéries, des champignons qu'on trouve dans l'environnement et qui sont extrêmement anciens, des trucs qui datent de millions d'années, et où, par exemple, c'est un travail qu'on avait fait ici à l'Institut, eh bien, on a pu reconstituer une séquence ancestrale du Moyen-Âge qui ressemblait à une bêta-lactamase, qu'on a exprimé chez un Escherichia coli et dont on a montré que cette enzyme avait une capacité effectivement de détruire les bêta-lactamines. Donc c'est des phénomènes qui sont très très anciens, c'est-à-dire que les microbes sont capables de synthétiser naturellement des molécules. Dans le concept de One Health, on parle d'antibiotiques, et bien évidemment, un microbe capable de synthétiser quelque chose qui tue, pour éviter de se suicider, de mourir, il a très souvent l'antidote pour résister à l'antibiotique, c'est le gène de résistance. Ok ? Alors ça, c'est pour vous montrer ce travail qu'on avait fait avec Christelle Denu, qui est de montrer que l'enzyme en question ancestrale médiévale, eh bien, lorsqu'on a réussi à la synthétiser à partir de données de séquençage métagénomique et de l'exprimer chez un Escherichia coli, on a montré que ça conférait le phénotype de résistance. Alors, ce concept de One Health, et c'est tout le problème depuis 15 ans et qui continue toujours, c'est qu'il est centré autour de l'utilisation des antibiotiques par l'homme égale augmentation de la résistance. Et l'homme l'utilise soit en clinique pour traiter des humains, ou bien il l'utilise en grande quantité pour les élevages d'animaux, en particulier les porcs et la volaille, et que tout ça contribue à l'émergence de la résistance parce que tout ça se mélange dans des environnements complexes, dans l'eau, dans les égouts, dans les hôpitaux, et donc tout ça contribue à la résistance. Donc ça, c'est le concept. Alors, ce concept, il est lié à l'idée initiale, qui celle-ci est toujours juste, de mon point de vue, c'est que les mécanismes de résistance aux antibiotiques, puisqu'ils sont associés aux microbes qui synthétisent naturellement les antibiotiques,
eh bien, il préexiste quelque part dans l'environnement chez certains microbes. Et que, sous la pression de sélection d'un antibiotique, eh bien, ces gènes de résistance sont susceptibles de pouvoir être transférés de bactéries de l'environnement vers des bactéries qui peuvent donner des infections chez l'homme. OK ? Et une partie des travaux qu'on fait dans l'équipe, en particulier avec Vicky et Pierre et Cédina aussi, c'est de comprendre comment ces mécanismes de résistance, simples ou compliqués, ils se baladent. Ça s'appelle les éléments génétiques mobiles, capables de passer d'une bactérie à l'autre, et dans ce qui nous intéresse ici à l'IHU, d'un monde environnemental à un monde hospitalier clinique, responsable d'infection chez l'homme. Et tout ça, c'est médié par des éléments génétiques mobiles, j'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais un tout petit peu quand même, que sont les intégrons et les transposons. Et je pense que je te propose, Pierre-Édouard, que Vicky fasse un séminaire sur les transposons et la résistance à l'avenir. Voilà. Merci. Piégé. Alors, quel est le rôle de l'environnement? Alors, il y a un certain nombre de travaux, quand même, qui nous ont alertés. Je le fais court, mais globalement, on ne comprenait pas pourquoi il y avait des bactéries résistantes dans des endroits où il n'y avait pas d'antibiotiques utilisés chez l'homme, dans l'environnement. Et de manière générale, on s'est aperçu qu'il y avait un lien entre les zones tropicales chaudes et humides et l'émergence des nouveaux gènes de résistance ou de bactéries résistantes. Et le concept a bien voulu être que dans les zones tropicales chaudes et humides, il y a une plus grande richesse, une plus grande biodiversité. C'est vrai pour les mammifères, pour les insectes, pour les plantes, mais c'est vrai aussi pour les microbes. Et donc la probabilité que dans ces écosystèmes complexes, il y ait des bactéries qui ont un mécanisme qui permet de résister à l'antibiotique est plus probable, parce qu'il y a plus de chances de trouver quelque chose. Alors, dans ces endroits-là, eh bien, on trouve des bactéries, des champignons, par exemple, qui émergent, comme Candida auris, qui est un champignon phytopathogène qui aime la chaleur et les plantes, et qui a émergé en clinique, comme donnant des infections mortelles chez l'homme. Et puis, ça, c'est des travaux, par exemple, d'Oleg, qui ont montré que dans les poux et dans d'autres insectes, vous allez le voir, vous pouvez trouver des microbes capables de donner des infections humaines. Alors, comment on répond à cette question de antibiotiques au centre de la question du One Health? Donc ça, c'est un certain nombre de travaux. Je vais vous présenter quelques trucs pour passer rapidement sur ce concept de One Health, de choses qu'on a fait ici à l'IHU. Et donc, quand on cherche dans un écosystème différent de l'hôpital et du patient, eh bien, on va trouver des bactéries et des tas de gènes de résistance. Alors que ce soit des sangliers sauvages ici, des macaques en Algérie, des chimpanzés au Sénégal, des pigeons en Algérie, et même ici des oiseaux migrateurs, des cigognes blanches, eh bien, ces mammifères et ces insectes peuvent avoir des bactéries dans leur écosystème, dans leur microbiote, et ces bactéries peuvent être résistantes, et donc on trouve des résistances chez des bactéries qui sont colonisantes de tubes digestifs, par exemple de mammifères. Alors ça, c'était assez amusant parce que les cigognes ici, ça c'est une photo que j'ai fait récemment à Marrakech. Ces cigognes, elles partent du nord, elles vont migrer vers l'Afrique du Nord ici. Eh bien, les bactéries et les gènes de résistance que vous trouvez ici, c'est les mêmes que vous pouvez trouver en Allemagne. Donc ça peut être un mode dans One Health de comment ça peut se propager. Alors, il n'y a pas que dans les mammifères, ça c'est d'autres exemples de choses qu'on a montrées. Vous avez des bactéries et surtout des gènes de résistance, j'insiste sur les gènes de résistance et pas les bactéries, dans les fruits, dans les légumes, et puis nos amis les cafards, où il y en a partout, que ce soit dans nos maisons ou même dans les sous-sols des hôpitaux, il y a des bactéries et des gènes de résistance aux antibiotiques dans les blattes, dans les cafards. Donc ça, c'est des travaux qu'on a publiés aussi assez récemment. Alors la question c'est, très bien, mais c'est quoi la source et l'origine de ça? Si vous avez compris ce que je vous ai dit au début, c'est dans l'environnement. Alors on a pris un exemple pour essayer de comprendre, mais d'une manière génomique, la source et l'origine d'un gène de résistance, qui en l'occurrence est un gène qui s'appelle MCR, Mobile Colistine Résistance. C'est un gène qui a émergé il y a à peu près 10 ans, et qui est un gène qui se balade, qui est mobile, et qui rend les bactéries gram-négatives résistantes à la colistine, qui est un antibiotique de dernier recours à l'hôpital. Et pour savoir d'où il sortait, ce gène, qui est juste une enzyme, eh bien, on a fait une analyse de dizaines de milliers de génomes de toutes les bactéries, de tous les genres, que ce soit humain, animal, environnemental. Et ce faisant, on a identifié la présence de ce gène ou de variants génétiques de ce gène dans des milliers de génomes, qu'on a regroupés ensuite
par genre, par ordre, par genre, par famille, par espèce. Si c'était des souches avec des génomes en provenance de l'environnement, d'animaux ou d'humains, toutes les différentes espèces. Et l'analyse de ces milliers de génomes nous a permis de trouver une chose toute simple, c'est qu'elles avaient toutes en commun, ces bactéries qui ont toutes des noms à coucher dehors, que par exemple, je pense qu'aucun d'entre nous, cliniciens, n'a déjà vu ce nom comme donnant une infection, c'est extrêmement rare, mais toutes ces bactéries sont des bactéries marines. C'est des bactéries de l'eau, laissant suggérer que ce gène a une origine dans le monde aquatique. Alors, on a essayé de vérifier si c'était vrai, et c'est vrai. Donc ça, c'est une étudiante qui avait fait ce travail. On est allé faire des prélèvements de flotte dans Marseille, que ce soit au Vieux-Port, au parc Borély ou auprès des égouts. Et il y a plein de bactéries, plein de gènes de résistance, et y compris ce gène-là, on l'a trouvé. Et ce gène-là et ses variants, en fait, quand vous regardez dans les égouts, les eaux usées, ou même les eaux de boissons dans le monde entier, vous en trouvez. Donc c'est un truc qui est extrêmement banal, et qui du coup laisse à penser ou fait poser la question de si c'est aussi répandu de ça, est-ce que c'est parce que les humains utilisent la colistine? Ce qui paraît quand même invraisemblable que vous en trouviez dans le monde entier, partout y compris dans des endroits où on n'utilise pas cet antibiotique. Alors comment on essaye de répondre à cette question de quel est le lien finalement entre antibiotiques dans le concept One Health, humains-animaux et passage chez l'homme et éventuellement pathologie chez l'homme. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ça, c'est un projet qui avait été financé par un projet JPI AMR qui s'appelle FarmResist, sur l'impact social et écologique de l'utilisation d'antibiotiques ou pas dans l'agriculture chez des fermiers en Thaïlande non exposés et exposés. Donc dans ce travail, on s'est surtout intéressé ici aux Escherichia coli. On a regardé quel était le portage d'Escherichia coli dans le tube digestif de fermiers qui élevaient soit des porcs, soit de la volaille, et chez les animaux en parallèle. Et donc ce qu'on a trouvé, pour faire court, c'est que oui, on a trouvé une corrélation directe entre le fait que les fermiers étaient porteurs dans le tube digestif de bactéries résistantes, et en particulier de gènes de résistance, et le fait qu'il y en avait aussi chez les animaux d'élevage qui étaient leurs élevages. Donc tout ça nous convenait très bien, c'est-à-dire que antibiotiques donnés chez les animaux égale passage de gènes de résistance des animaux à l'homme, et c'était des gens qui étaient porteurs, qui n'étaient pas malades. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est ça, c'est que quand on a fait une analyse génétique et génomique de ces souches et des mécanismes de résistance, et c'est surtout ce graphique qui est très parlant, c'est que vous voyez, quand les flèches se baladent dans tous les sens, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le gène de résistance, la bactérie chez qui on l'a isolée, et le fait que ce soit un porc, de la volaille, un fermier ou pas, humain ou environnemental. Et donc ça démontre une chose, c'est que ce qui se propage là-dedans, dans cet écosystème particulier, c'est juste des gènes de résistance. Ce n'est pas des bactéries spécifiquement, ce n'est pas une Klebsiella ou un Escherichia coli, c'est n'importe quelle bactérie capable de véhiculer le gène de résistance sur un élément mobile, et en particulier, donc ce n'est pas des clones, et on va voir comment. Et donc ça, c'est un truc qu'on avait dit et qui a été fait en Chine, c'est que, par exemple, pour la colistine qui était très utilisée dans les élevages de porcs en Asie, il faut l'arrêter parce que ce gène-là se propage à cause, effectivement, d'utilisation d'un antibiotique. Alors, pour aller un petit peu plus loin, c'est quoi le mécanisme? Comment ça marche, cette histoire? Si ce n'est pas les bactéries, comment ça marche? Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, de la même manière, de la diffusion d'un gène de résistance ici, qui s'appelle CTXM15 chez des bactéries du genre Escherichia coli, dans une population sauvage d'Escherichia coli qui ont été isolées à partir de chimpanzés dans des échantillons fécaux et d'échantillons de l'environnement. Eh bien, ce qu'on a pu constater, c'est que ce gène-là, effectivement, on pouvait le retrouver chez des primates, chez des non-primates, dans tous les prélèvements que vous voulez, mais que ce n'était pas propre à telle ou telle bactérie. Ce qui était commun à tout ça, c'est que le gène de résistance était porté par un élément génétique mobile qu'on appelle un transposon, et c'est ça qui se balade. D'accord ? Donc c'est indépendant de la bactérie, en tout cas du grand groupe de bactéries, donc ça se présente comme ça. On vous en reparlera pendant votre thèse, sur un séminaire sur les transposons, qui sont des éléments qui permettent de capturer des gènes
un ou plusieurs d'ailleurs, et de véhiculer et de se mobiliser pour aller d'une bactérie à l'autre. Ok ? C'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est le mécano. Mais pourquoi, comment et où, c'est une autre question. Alors pourquoi, comment et où, c'est ce que je vous disais, on s'est posé cette question de pour quelle raison il y a de la résistance dans des endroits où il n'y a pas justement de pression de sélection tel que le veut le concept de One Health. Et ce travail qui, de mon point de vue, est un travail séminal de Collignon, montre que il n'y a pas de corrélation en réalité entre la consommation d'antibiotiques et le niveau de résistance aux bactéries. Là, dans cet exemple que je vous ai présenté, c'est la résistance à 2 familles d'antibiotiques chez Escherichia coli. Il y a même une corrélation inverse. Et la seule chose qui explique le niveau de résistance élevé dans le monde, dans les différents pays, c'est le niveau d'hygiène du pays, l'accès aux soins, les infrastructures médicales et la pollution de l'eau est un facteur important. Donc on revient sur l'idée du départ, il se passe quelque chose dans l'eau et dans l'environnement qui peut-être est en rapport avec l'émergence et ou la diffusion de résistance et ou d'autres facteurs. Alors dans un premier temps, on s'est intéressé à d'autres facteurs. Qu'est-ce qu'il y a comme pression de sélection massive liée aux activités humaines sur la planète en dehors des antibiotiques dans le concept de One Health ? Eh bien, les drogues ou composés, substances chimiques les plus utilisées sur la planète, c'est les pesticides. Alors ces pesticides, on a commencé à les travailler, ça c'est une carte qu'ont fait mes étudiants récemment, pour vous montrer que les pesticides, les 5 les plus fréquents, c'est ces 5-là, eh bien il y en a des quantités, une utilisation massive sur la planète, en particulier en Asie, mais pas qu'en Asie, en Amérique du Sud et aussi en Amérique du Nord. Alors on a commencé à travailler sur un, donc je vais vous montrer juste sur un, qui est le glyphosate. Et c'est là où on change de concept. C'est-à-dire que le concept de One Health, c'était que la partie droite de cette diapo. C'est l'antibiotique égale le reste. Eh bien, dans les travaux récents qu'on a fait dans l'équipe, on rajoute dans l'équation les pesticides comme étant potentiellement ou peut-être quelque chose qui peut véhiculer de la résistance ou être associé à de la résistance. Alors pourquoi on a eu cette idée ? Eh bien, il y a 2 choses. La première chose, c'est un élément, je dirais, de brevet de valorisation. La société Monsanto, qui détenait le brevet du glyphosate comme herbicide, en réalité, ce glyphosate, il a été breveté 3 fois. Une première fois comme chélateur de cations, comme on voit ici, le magnésium et le zinc en particulier. Et puis en 1971, il a été breveté comme herbicide, pour traiter les plantes, pour tuer les plantes. Et il a été rebreveté en 2010 comme antibiotique. Et pas que comme antibiotique quand on regarde brevet, comme antibiotique, comme antipaludéen, d'accord, et comme antifongique. Pourquoi ? Eh bien parce que, je vais vous le montrer, la cible de cette drogue, du glyphosate, est une cible bactérienne, mais qui existe aussi chez les plasmodiums et les leishmania, et qui existe aussi chez certaines espèces de champignons. Alors, il a été montré que, enfin en tout cas, l'Europe et l'OMS a décrété en 2015 que c'était un composé carcinogène. L'Europe devait le bannir en 2022 et puis récemment, l'année dernière en pratique, eh bien l'Europe a fait machine arrière et ce pesticide est autorisé encore au moins jusqu'en 2030. Alors cette molécule de glyphosate, c'est ça, c'est quoi ? C'est juste un composé, une drogue qui est capable de bloquer une enzyme, qui est une enzyme dans une voie métabolique qui existe chez les microbes, en particulier chez les bactéries, qui s'appelle la voie Shikimate. C'est un nom barbare, mais cette voie, elle fait quoi ? Elle permet, in fine, de synthétiser des acides aminés aromatiques, qui sont nécessaires pour synthétiser les protéines chez les microbes, chez les bactéries. Eh bien, cette molécule, elle inhibe de manière compétitive cette enzyme qui s'appelle le PSPS. À la place de son substrat naturel qui est le phosphoénol pyruvate, eh bien, le glyphosate, il se met à sa place, il bloque l'enzyme, ça ne marche plus. C'est comme ça que ça marche, la résistance. Et comment ça marche comme herbicide, le glyphosate, eh bien, Monsanto a utilisé la séquence de cette enzyme résistant au glyphosate pour faire des organismes génétiquement modifiés, des plantes génétiquement modifiées, en insérant dans le génome de ces plantes le gène de résistance via un système de transfert entre bactéries et plantes d'une bactérie qui s'appelle Agrobacterium. Et donc vous avez le gène de résistance au glyphosate ici, qui par génie génétique est inséré dans le patrimoine génétique de la plante, et la plante devient résistante. Donc c'est ce que vous voyez. Si
vous avez votre jolie plante là, si elle n'est pas modifiée génétiquement, que vous mettez du glyphosate, elle va mourir. Et si par contre c'est une plante qui a le gène parce qu'elle a été modifiée, cette plante, eh bien, elle peut résister. Et ça, c'est la base de tous les OGM de la culture biologique sur la planète depuis 40 ans. Tout le monde utilise ça pour faire des cultures d'OGM. Alors l'hypothèse du glyphosate qu'on a nous, c'est il y a quelques travaux qui montrent qu'il y a un impact quand même du glyphosate sur la biodiversité. On revient à cette fameuse richesse de microbes. Eh bien, dans les zones où il y a du glyphosate, il y a moins de diversité microbienne. Donc on peut penser que le glyphosate a une activité antimicrobienne et qu'on pense bien sûr, puisque je vous ai montré que ça a été rebreveté dans ce sens. Est-ce qu'il n'y a pas une co-sélection de ces bactéries qui résistent au glyphosate et qui en même temps éventuellement sont résistantes aux antibiotiques? Ce qui est bien possible, puisque si c'est des éléments génétiques mobiles, il peut y avoir plusieurs mécanismes qui sont mobilisés. Et puis il y a d'autres travaux qui tentent à montrer, c'est pas complètement clair encore ça, pour ça en tout cas, que le glyphosate aurait une action à promouvoir le transfert de plasmides conjugatifs, donc le transfert d'éléments génétiques mobiles entre différentes bactéries. Alors on a commencé par faire un truc tout simple, c'est que on s'est posé cette question, est-ce que ça a un lien, le glyphosate qui est en grande quantité dans l'environnement? En plus, il est très mal dégradé et son produit de dégradation est encore plus toxique que le glyphosate lui-même. Bien, on a regardé si le glyphosate était capable effectivement de tuer ou d'inhiber la croissance des bactéries. Donc on a pris des bactéries assez classiques et un champignon, et vous voyez bien, ça c'est un gradient de concentration de glyphosate, qu'un entérocoque ici, il n'aime pas trop le glyphosate, alors qu'un pseudomonas ou une Klebsiella, eh bien, tolère des concentrations de glyphosate plus élevées. Donc il y a une hétérogénéité face au glyphosate des micro-organismes. Et puis l'autre hypothèse, elle est un peu plus mécanistique, pharmaceutique, je dirais, pharmacologique, c'est que le glyphosate, c'est une grande famille de composés qu'on appelle des acides phosphoniques. Et ces acides phosphoniques, c'est ça. Et donc vous avez le glyphosate ici, c'est un herbicide. Mais dans cette grande famille des acides phosphoniques, si on décloisonne la recherche, eh bien il y a d'autres acides phosphoniques à qui on a donné d'autres indications et d'autres noms. En particulier celui-ci, la phosphomycine, c'est un antibiotique qui est utilisé couramment en clinique, ou la phosmidomycine qui est un antipaludéen. Donc vous avez une structure chimique qui est similaire. On suppose bien sûr qu'il y a un mode d'action qui est similaire, et que s'il y a un mode d'action similaire, il y a probablement un mode de résistance commun. Et c'est ça qu'on étudie. Et puis il y a des gens qui font l'inverse de nous dans l'environnement, dans les plantes. Il y a des gens, ils ont dit, écoutez, si ce truc-là est vrai, alors est-ce que les antipaludéens et les antibiotiques peuvent être des herbicides? La réponse est oui, si on le voit sur ce schéma. Vous voyez, ça c'est des cultures de plantes. Le glyphosate inhibe la croissance des plantes, aussi bien que des antipaludéens ou des antibiotiques. Donc, les antibiotiques, c'est des herbicides aussi. Donc on décloisonne les noms entre herbicides, antibiotiques. Finalement, on ne sait plus très bien où est la limite par rapport à ce cloisonnement. Alors, quelques travaux sur le glyphosate. Le premier, qui est un peu, ça a été une double surprise, mais qui nous a permis de faire ce travail avec une des étudiantes à Nantes, qui est d'étudier s'il y avait un effet cocktail du glyphosate avec certains antibiotiques sur les bactéries classiques qu'on voit à l'hôpital, les Escherichia coli, les Klebsiella. Et donc pour ce faire, on a testé la sensibilité aux antibiotiques d'un certain nombre de bactéries cliniques classiques avec ou sans glyphosate. Et puis on a regardé si elles étaient plus sensibles ou moins sensibles si on rajoutait du glyphosate dans le milieu de culture. En pratique, c'est comme ça qu'on fait. Et dans ce travail, on a trouvé que ici, cet antibiotique méropenem, c'est une grande famille d'antibiotiques qui s'appelle les carbapenem. Lorsqu'on rajoute du glyphosate, pour des souches résistantes à cet antibiotique, elles redeviennent sensibles. Mais pas pour toutes, pour certaines d'entre elles. Et puis on a trouvé aussi que la colistine dont je vous ai parlé tout à l'heure, pareil, il y a un effet synergique de la colistine avec le glyphosate. Et à l'inverse, il y a des effets antagonistes, c'est-à-dire que les souches en présence de glyphosate deviennent plus résistantes aussi à la ciprofloxacine, qui est une autre famille d'antibiotiques. Et pour regarder ça, par exemple, pour la question des carbapenem, les bactéries résistent à cette famille d'antibiotiques par des enzymes qui s'appellent des carbapénémases. Il y a différentes classes. Et pour le faire court, il y a une famille d'enzymes qui sont des métalloenzymes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un cofacteur
qui est le zinc, pour pouvoir avoir une activité. Et puis il y a les autres, les classes A et D, qui sont des sérines protéases, il n'y a pas besoin de zinc. Et dans l'analyse qu'on a fait, le glyphosate restaure l'activité des bactéries résistantes uniquement si elles ont ces carbapénémases qui sont des métalloenzymes. Et donc ce qu'on a montré, c'est qu'en pratique, ça restaure l'activité parce que le glyphosate chélate le zinc et empêche l'enzyme de fonctionner. Et c'est comme ça que ça restaure l'activité. Donc, si vous réfléchissez à ce que je viens de vous dire, le glyphosate, c'est un pesticide qui est carcinogène, qui fait peur à tout le monde. Et moi, je vous dis que ce serait peut-être un médicament qui pourrait restaurer l'activité des carbapénèmes sur des souches résistantes. Donc, on est dans un paradigme de qu'est-ce que ça veut dire tout ça, puisque finalement, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir un médicament qui restaure l'activité de bactéries très résistantes. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qu'on a trouvé par hasard, qui est rigolo, ça c'est Sophie Baron, c'est que, à cause de la colistine entre autres, on a testé l'association de ce glyphosate avec la vancomycine. Et pour ceux qui font un peu de microbiologie clinique, c'est totalement stupide, puisque les entérobactéries, les bactéries Gram-, sont toutes résistantes à la vancomycine, qui marche que sur les bactéries gram-positifs, les staphylocoques et les entérocoques. Mais cela étant, effectivement, ça ne marche pas, la vancomycine, tout seul sur les bactéries du gram-négatif. Mais vous voyez, quand on les met en association les deux, eh bien, vancomycine et glyphosate, ça dégomme les Gram-. Et donc, je vous le fais court, on a fait tout un tas d'analyses de perméabilité membranaire, etc., qui montrent que, effectivement, normalement, la vancomycine ne peut pas rentrer, mais le glyphosate, comme il chélate les cations, en particulier le calcium, il déstabilise la membrane des bactéries à gram négatif, ce qui permet à la vancomycine de rentrer et elle trouve sa cible au niveau de la synthèse du peptidoglycane. C'est comme ça que ça marche. Et puis, le troisième point sur ça, c'est on a trouvé l'inverse avec le ciprofloxacine. C'est-à-dire que les bactéries avec du glyphosate, eh bien, elles ont des CMI très élevés, beaucoup plus élevés à la ciprofloxacine. Alors, pour essayer de comprendre ça, on a fait une autre stratégie qui est de faire un criblage d'une banque, d'une librairie d'Escherichia coli, qui est une librairie dans laquelle on a fait des mutants aléatoires. On a une librairie de 4000 clones qui ont de manière aléatoire un gène knockouté, inactif. Et on teste cette librairie avec ou sans ciprofloxacine pour savoir si on a un clone qui justement n'a plus cette pertinence d'augmentation de la résistance. Et donc c'est ce qu'on a fait dans cette librairie. Et à la fin, on a sur la librairie trouvé 3 clones d'Escherichia coli ici, qui sont redevenus, vous voyez, la CMI était à 4, plus tolérants, beaucoup plus sensibles au glyphosate. Et donc on a trouvé une cible, et ces gènes en question, ces gènes qui s'appellent ACRE A et ACRE B, qui font partie d'un grand complexe qu'on appelle acrabétol-C, qui est une pompe à efflux qui permet d'exporter les médicaments à l'extérieur. Et donc la résistance au Ciflox est augmentée en présence du glyphosate parce qu'il y a une surexpression de la pompe des flux. Donc ce qui pose aussi un problème parce que le Ciflox est un des médicaments les plus utilisés sur la planète. Et on verra après aussi dans l'environnement. Donc ça c'est pour résumer ces mécanismes d'action. Donc il y a d'un côté, c'est pas mal ce glyphosate parce que ça restaure l'activité de certains médicaments. Et puis en même temps ça diminue l'efficacité d'autres. Donc c'est pas ni noir ni blanc, c'est un peu des deux. En particulier, ce qui est intéressant, c'est l'inactivation des métalloenzymes. Alors, toujours sur le glyphosate, l'autre partie de ce que l'on a voulu étudier, c'est est-ce que, finalement, le glyphosate pouvait être associé à des bactéries plus ou moins tolérantes aux antibiotiques. Est-ce qu'il y avait un lien entre les deux? Donc, dans le projet Farm-Resist, on a fait ça à partir d'échantillons de fermiers pour lesquels on avait des autorisations, bien sûr, et où ces différents fermiers, on leur faisait un test qui s'appelle le test de l'acétylcholénestérase, qui est un test sanguin au bout du doigt, qui permet d'avoir un critère semi-quantitatif du facteur d'exposition aux organophosphorés, dont le glyphosate fait partie. Et donc il y a un seuil qui permet de dire ce fermier est plus ou moins exposé, et celui-ci ne l'est pas par ce test. Il n'est pas parfait, mais enfin en tout cas il permet de faire 2 catégories, en gros les patients, les fermiers exposés et les non exposés. Et puis on a fait des cultures des échantillons fécaux de ces fermiers sur des géloses avec ou sans glyphosate pour voir s'il y avait une différence
En termes de biodiversité, la réponse était oui. On avait une plus grande biodiversité dans les géloses sans glyphosate. Et puis, on a trouvé des bactéries spécifiquement associées aux fermiers exposés au glyphosate par rapport à ceux qui sont non exposés. Mais surtout, ce qu'on a trouvé, c'est que parmi les bactéries qu'on a isolées qui étaient le plus résistantes au glyphosate, ben, c'était surtout des Klebsiella. Des Klebsiella qui est une bactérie qu'on aime bien ici à l'IHU. Donc on a vérifié ça, et dans les groupes exposés, non exposés, il n'y avait pas vraiment de différence. Il n'y avait pas de différence significative en termes de niveau de résistance aux antibiotiques, sauf pour ça, où on a trouvé qu'il n'y avait que dans les groupes exposés qu'il y avait des souches qui avaient des gènes de résistance à la colistine, ceux dont je vous ai parlé précédemment dans ma présentation. Et donc il semblerait quand même qu'il y ait un lien qui, pour le coup, est significatif pour ça, entre certains mécanismes ou gènes de résistance qui se baladent et l'exposition à ce pesticide en particulier. Mais comment ça marche cette résistance au glyphosate, puisque on connaît le mécanisme d'action, comment c'est le mécanisme de résistance? Donc toujours sur ces souches, eh bien on les a séquencées, on n'en a pas séquencé toutes, on en a séquencé une quinzaine, et de manière surprenante, il y en avait 4 ici de ces souches humaines qui avaient le AROA, c'est la fameuse enzyme cible. Elle est constitutive chez les Klebsiella. Dans leur chromosome, il y a une séquence de ce gène, puisque c'est la voie de Shikimate qui est classique. Dans 4 de ces souches, pour l'instant, on a trouvé une deuxième copie de ce gène, mais qui avait une séquence très différente de ce qui était connu jusqu'alors. Et cette copie additionnelle, ensuite on l'a étudiée, vous voyez, elle avait une couverture de séquence qui est correcte, pour dire c'est la même fonction a priori, on avait vérifié, mais qui a une identité avec ce qui était connu relativement faible, 30%. Et cette séquence additionnelle, si on la met dans un arbre phylogénétique de toutes les séquences de cette enzyme que l'on connaît, elle se groupe, en gros il y a 2 grandes classes génétiques, les 1 et les 2, elles se groupent dans des gènes qui sont des classes 2, et puis c'est très intéressant parce que la séquence la plus proche dans cet arbre, c'est celle-ci, CP4, et CP4 c'est le PSPS qui est utilisé pour faire les OGM par Monsanto. C'est celle-là de séquence. Et donc ce qu'on a trouvé nous, c'est pas exactement, mais elle est très très proche. Donc on peut supposer que c'est un truc qui a émergé, et ça c'est un élément qui est important, c'est que le glyphosate est une molécule qui n'est pas très soluble, voire même très peu soluble. Et donc pour pouvoir l'utiliser sous forme de liquide, de bidon pour les épandages par avion, il faut la mettre dans un excipient liquide qui en général est un ammonium quaternaire, et vous verrez que ça a une conséquence importante sur ce qu'on a trouvé par hasard, encore une fois, c'est ça la recherche. Et cette séquence de PSPS, là, quand on a un peu cherché dans les bases de données, la séquence la plus proche, enfin, qu'on a trouvée, c'est une séquence qui était présente dans un génome de Pseudomonas sp, dans son chromosome, et ce Pseudomonas sp a été isolé en Chine dans un sol pollué au glyphosate. Donc on peut penser que peut-être ça vient de là et que ça a été capturé. Alors pourquoi on pense que ça a été capturé? Parce que cette séquence additionnelle, on l'a trouvée dans ces génomes dans un plasmide, donc un élément génétique mobile, et ce plasmide, ce gène, il était lui-même dans un transposon qui aussi est un élément génétique mobile qui peut se balader d'un plasmide à un autre, d'un plasmide à un chromosome, il peut se balader un peu où il veut. Et donc le gène d'intérêt qui est celui-ci en rouge, d'accord, il est flanqué des deux côtés par ce qu'on appelle des transposases, qui caractérisent un transposon, en particulier celui-ci, un transposon de famille 6. Et ça va intéresser un certain nombre de cliniciens, et je ne sais pas pourquoi, mais la première séquence chromosomique qu'on a trouvée, c'est dans un entérobactère Ormaishi, qui est un entérobactère qui a émergé ici à l'IHU récemment, depuis 2 ans. Je ne sais pas s'il y a un lien, on verra. C'est peut-être Hugues qui nous dira s'il y a un lien, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, donc vous avez ici un transposon qui se balade un peu où il veut avec ce gène et qu'on a retrouvé dans ces plasmides un petit peu partout, et qui donc a cette capacité de transférer verticalement ou horizontalement. Okay, et puis on va en reparler parce que ce transposon dans nos souches de Klebsiella, il était un peu plus grand. Vous voyez, celui-ci il est plutôt petit, et là il était beaucoup plus grand, il y avait des trucs en plus, et on va voir que ça a son intérêt. Ensuite, fort du fait qu'on avait identifié cette nouvelle enzyme, avec une séquence caractéristique particulière, on a essayé de voir si on retrouvait ce gène plasmidique ailleurs. Et là, avec mon étudiante, on est allé faire les courses à Marseille,
en particulier à Paris Store, qui est sous la plateforme de Plombières, qui est la centrale d'achat de l'Asiatic Food de Marseille. Et donc vous avez tous les produits asiatiques qui viennent directement d'Asie, et puis on a pris tous ces prélèvements, on a fait des PCR spécifiques des gènes d'intérêt, et puis après des cultures pour les positifs, et en l'occurrence, on a eu 6 prélèvements positifs de gingembre et autres, vous voyez ici les différents produits qu'on a achetés sur le marché. En QPCR, il y avait 6 positifs qu'on a mis en culture, et à partir de la culture, on a isolé une Klebsielle, qui a poussé en culture, et bien sûr, on lui a fait son génome, et dans le génome de cette Klebsielle qui était du gingembre de Paris Store de Marseille, on a trouvé le même plasmide. C'est 100% identique, c'est celui qu'on avait identifié chez les fermiers en Thaïlande 4 ans avant. Donc, on peut un peu imaginer que dans ce monde global, tout diffuse, y compris des plasmides de résistance, non pas ici aux antibiotiques, même s'il pourrait en avoir aussi, mais ce plasmide donc existe déjà à Marseille, donc je vous ai souligné, voilà, et c'était 100% identique, c'est le même plasmide, alors que c'est une souche d'aliments à acheter ici. Et puis ce qui nous a interpellé dans la notation, surtout moi, c'est qu'il y avait ce truc-là qui s'appelle CAC-A ou MFS, et ça c'est une pompe des flux que moi je connais à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que ce CAC-A-like, vous allez le voir, c'est un gène qui est connu pour faire l'efflux des antiseptiques à l'hôpital. D'accord ? Alors, si on reprend l'histoire de ça, donc vous avez ce transposon avec juste la résistance au glyphosate, et puis dans nos souches, eh ben, le transposon avec un petit peu plus grand, et en rose ici, vous voyez, c'est cet autre gène CAC-A, CAC-A-like, MFS, et qui lui est associé à quoi ? Eh bien, c'est ce que vous voyez ici, à la résistance aux antiseptiques. Donc, vous voyez, ça, c'est notre séquence. Et ça, c'est un arbre phylogénétique. Vous voyez que c'est des gènes qui codent pour la résistance aux ammonium quaternaires, qui sont des antiseptiques, comme le chlorure de benzalconium. C'est très commun d'utilisation à l'hôpital. Et donc, sur ce transposon, vous avez les deux. Et là où ça devient intéressant, c'est que le Roundup ou le Radical, qui sont les produits utilisés comme herbicide sur la planète, comme je vous l'ai dit, comme ce n'est pas soluble, l'excipient qu'il y a dans ces bidons, c'est un ammonium quaternaire qui est secret et dont on peut penser que c'est un ammonium quaternaire. Et en particulier, parmi les ammoniums quaternaires, en dehors des antiseptiques, il y en a un qui est un pesticide qui s'appelle le paraquat. Et ça, c'est utilisé de manière massive aussi sur la planète comme herbicide. Donc on a testé ce paraquat en question, c'est lui, et vous voyez que les 4 souches cliniques plus la souche de l'alimentation qui possède le plasmide avec la souche avec le plasmide en plus, eh bien toutes ces 5 ont un niveau de résistance au paraquat très élevé par rapport aux autres. En fait, elles sont résistantes à un autre herbicide qu'on n'avait pas suspecté au départ du projet qu'on avait mené. Et est-ce que c'est vraiment le cas ? Ben oui, si on a une technique au laboratoire qui permet de curer le plasmide. C'est-à-dire on prend la souche et on se débrouille, en chauffant en pratique, de se débarrasser du plasmide. Ben, quand on se débarrasse du plasmide, vous voyez que les souches qui étaient très résistantes au paraquat redeviennent beaucoup plus tolérantes. Et donc c'est le support de la résistance au ammonium quaternaire qu'on a trouvé et qu'on ne cherchait pas du tout. C'est par hasard qu'on a trouvé ce truc-là. Donc pour finir, je suis dans les temps. Donc vous voyez que l'origine et la diffusion au départ de ce qu'on appelait l'antibiotique résistance, c'est un peu plus compliqué que ce qui était prévu, et en particulier parce que dans les écosystèmes complexes, il y a des échanges les uns avec les autres, il y a des partenariats, comme vous l'avez vu, certaines bactéries capables de dégrader une partie, et puis d'autres qui dégradent une autre partie, donc tout ça, ça évolue de manière constante, ce qui fait que ces petits dessins qu'on a repris d'une revue qu'on avait fait, sauf qu'on a changé les titres, qui est en gros, voilà où on en est, et je pense qu'on a un peu de travail dans l'équipe pour essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans, comment c'est métabolisé, est-ce que les transposons peuvent s'associer pour faire, ce que je disais hier à Fadi, une bactérie qui serait une Klebsielle avec NDM, MCR, résistance à carbamazépine, metformine et paracétamol, vous avez une bactérie, pourquoi pas, si c'est sur des transposons, qui pourrait résister aux médicaments. Et donc, mais par contre, c'est un formidable outil de réflexion que je voulais partager avec vous, c'est que d'un côté, si vous vous basez sur la question environnementale, si vous avez des bactéries capables de dégrader les polluants, vous faites de la bioremédiation, vous pouvez dépolluer. Par exemple, au Japon, il y a une bactérie qui s'appelle Ideonella sakaiensis, elle bouffe les phtalates. Les polyphtalates sont des plastiques. Donc c'est bien, c'est écolo, ça fait de la dépollution.
Mais si vous regardez du côté de la clinique, ce qui est plutôt ce qu'on fait nous à l'IHU, si vous avez une bactérie qui dégrade la metformine, ça peut mettre en danger le traitement du patient s'il est diabétique. Okay, mais ça peut être aussi un formidable intérêt en médecine personnalisée de développer des biomarqueurs pour savoir si le patient, potentiellement, il peut ne pas répondre au traitement parce que justement, il est porteur dans son tube digestif de bactéries de ce type-là. Voilà, ça c'est pour vous, c'est une diapo qu'a fait une de mes étudiantes avec Sophie que je trouve bien sur les différentes théories d'évolution sur la dynamique, la théorie de la reine rouge, la complexité, la théorie d'Alice et du croquet vivant et le fait qu'on ne peut pas prédire et qu'il faut continuer à étudier ça. Et ça c'est mon groupe, tous mes collaborateurs qui ont chacun une spécificité et avec qui on passe des heures entières à faire des brainstorming. Voilà, je vous remercie et puis surtout les deux étudiantes qui ont fait tout le boulot sur les pesticides. Merci.